Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes pour cette interview en grand angle avec François Bousquet. Bonjour, rebonjour François Bousquet. Bonjour Corentin et bonjour Eric Nolot. Alors vous êtes rédacteur en chef. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie, et on rappelle la dernière une d'Éléments sont sur les trans, c'est ça? Le phénomène trans, le grand dérèglement, mais aussi avec un entretien d'Eric Nolot mené d'une main de maître par l'excellent Bruno Lafourcade. Et on rappelle que la revue Éléments organise son second week-end de formation à l'écriture les 24 et 25 juin prochains. On se tourne vers Eric Nolot. Vue de haut. Bonjour Eric Nolot. Bonjour à tous. Alors vous êtes écrivain, critique littéraire, animateur de télévision, auteur notamment de Petit Déjeuner chez Tyrannie aux éditions La Fosse aux Ours, Au secours Houellebecq revient, La gauche réfractaire, coécrit avec Michel Onfray aux éditions Bouquin, et de ce livre La faute à Rousseau aux éditions Léo Cher. Alors vous parlez évidemment de Sandrine Rousseau dans ce livre. On descend de quelques niveaux intellectuels par rapport à Jean-Jacques Rousseau. Oui. Ouais, voilà, c'est ça exactement. C'est un autre Rousseau, autre temps, autre mœurs. Alors Sandrine Rousseau, évidemment d'Europe Écologie Les Verts, députée NUPES, qui est devenue une bonne cliente des médias par ses outrages. Alors on va pas te dire tous ses outrages, mais notamment je revendique le droit à la paresse, le travail est une valeur de droite. Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Et je vis avec un homme déconstruit et je suis super heureuse. Alors dans votre livre, vous en rappelez quelques-uns, mais voilà, malheureusement, on peut pas tous les énumérer, mais dans ces outrages, est-ce que vous pensez justement que Sandrine Rousseau, elle met un but contre son camp, elle décrédibilise finalement ses idées, ou alors justement, elle ouvre la fenêtre d'Overton et donc elle ouvre le champ du possible de ce qui peut être dit dans les médias? Il y a un peu de tout ça. Il faut jamais oublier qu'elle suit une ambition très personnelle. C'est-à-dire c'est une ambitieuse, c'est une carriériste, et elle a identifié quelques moyens, il faut lui reconnaître ça, quelques moyens très efficaces de faire avancer sa carrière. La petite phrase, c'est repris par les médias, c'est repris sur les réseaux sociaux. Alors il faut alimenter cette chronique régulièrement. Vous avez cité quelques perles. Vous n'avez pas cité ma préférée qui est je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR. Moi c'est ma préférée parce que ça veut dire que les femmes sont du côté de la magie, de l'irrationnel, des sabbats par les nuits de pleine lune, et puis les hommes sont au contraire du côté de la rationalité, de la science et des grandes études. Pour une féministe, je trouve ça très intéressant. Et puis une autre chose, et c'est par cela que j'ouvre mon livre, elle dégomme ses adversaires politiques par la manipulation, le mensonge, la calomnie. Elle l'a fait avec Julien Bayou, en l'accusant quand même d'être un prédateur sexuel qui poussait les femmes au suicide. Tout ça s'est avéré absolument faux. Donc il y a d'abord une dimension personnelle. Ensuite, derrière cette dimension personnelle, derrière la loufoquerie des citations que vous avez faites, il y a un projet de société assez terrifiant, plus précisément un projet de contre-société, même un projet de contre-civilisation, qui est d'imposer un écoféminisme un peu délirant, un peu punitif, et surtout, je reviens sur ce mot qui est très important, c'est de l'imposer. Dans toute la nébuleuse, la magma wokiste, il y a la volonté d'imposer un nouvel ordre. L'écriture inclusive, vous l'imposez. C'est illégal, mais vous l'imposez. Une femme qui prend un peu de testostérone, vous décidez que c'est un homme, alors que ça reste une femme. Tout le monde le sait, ses chromosomes n'ont pas changé, ses cellules n'ont pas changé. Donc il faut substituer un monde à un autre par la force, par l'idéologie et par les médias qui sont d'une extraordinaire complaisance avec Madame Rousseau. Justement, on reviendra sur les médias et la complaisance avec Sandrine Rousseau. Mais pour vous, donc vous le dites, Sandrine Rousseau est une nouvelle commissaire des peuples. C'est une sorte de big sister, pour reprendre 1984. Elle a la vérité, elle explique ce qui est bien, ce qui est mal, et elle coupe la tête des hérétiques. Absolument, mais 1984 doit rester notre boussole. C'est un livre à lire et à relire. En effet, on a remplacé Big Brother par Big Sister, vive le féminisme. Mais vous avez vu que ce que Orwell racontait dans son livre, c'est-à-dire la réécriture du passé, est devenu maintenant la norme. C'est-à-dire vous prenez des œuvres du passé, ça peut être Agatha Christie, ça peut être Roald Dahl, ça peut être James Bond de Ian Fleming, et vous regardez tout ce qui contrevient aux nouveaux critères idéologiques. Qu'est-ce qui peut bien offenser même une seule personne à travers le monde, et vous changez le texte. Moi, on m'aurait dit ça il y a 20 ans, j'aurais dit oui,
En effet, en URSS. Oui, Orwell nous parle du stalinisme, du nazisme. Le nazisme a commencé par un arraisonnement de la langue, le stalinisme était un arraisonnement de la langue, le maoïsme était un arraisonnement de la langue. J'aurais pas cru que ça deviendrait aussi le parangon et le but d'une société démocratique de s'en prendre aux œuvres du passé, avec non seulement une violence idéologique incroyable, mais une arrogance. C'est-à-dire, nous sommes supérieurs moralement aux gens du passé, on va réécrire les textes, parce que vraiment, chers gens du passé, vous n'êtes plus là pour nous entendre, mais vous viviez dans un monde vraiment d'obscurité et même d'obscurantisme, on va vous éclairer. Et on leur coupe la tête. On les éclaire ou on leur coupe la tête? François Bousquet, là-dessus. Oui, sur cette question du totalitarisme, moi je veux bien, vous dites que le totalitarisme est en marche, hein, mais est-ce que c'est pas un peu exagéré parce qu'il y a quelque chose de dérisoire, de bouffon, de clownesque? La preuve, c'est qu'il y a un compte Twitter, Sardine Ruisseau. Donc le totalitarisme sans les morts, est-ce que c'est encore du totalitarisme, hein? D'abord, il y a des goulags autres que physiques. Il y a le goulag social. Vous pouvez plus dire aujourd'hui certaines choses sans être ostracisé, sans être viré de tel ou tel lieu. Et puis écoutez, moi je trouve qu'il y a déjà beaucoup de cervelles qui sont bouffées par le wokisme. Je voudrais pas parler de rousseauisme, ce serait faire quand même un peu trop d'honneur à Madame Rousseau, mais le wokisme est en train de bouffer bien des cervelles. Vous avez des nouvelles générations qui arrivent armées jusqu'aux dents de délire qu'ils ont emprunté au wokisme. Et puis, si vous ne trouvez pas inquiétant que des projets de loi prévoient que des gens dès 16 ans, sans l'autorisation de leurs parents, puissent changer de sexe et éventuellement 5 ans plus tard dire que c'était pas une bonne idée et vouloir rechanger de sexe, tout ce bidouillage transhumaniste, si vous ne le prenez pas au sérieux, venant de vous d'abord, ça m'étonne un peu et ça m'inquiète un peu parce que je pensais que vous seriez au moins une vigie un peu comme ça, un peu sur les dents et un peu sur les nerfs à ce propos, mais j'ai bien fait de venir ce matin alors. Ouais, mais simplement, vous avez raison. Simplement, c'est ce fond de bouffonnerie qui est, qui évoque évidemment la révolution culturelle chinoise, hein, avec les gardes rouges qui injurient, qui lapident des mandarins dans les rues. Et on les néo-ruralise en Mandchourie, enfin en Mandchourie intérieure, mais simplement on n'est pas encore là, peut-être que ça viendra. Et vous évoquiez là ces jeunes générations, c'est quand même un totalitarisme en culotte courte, hein. Ils ont tous 18 ans. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une paire de claques, ils rentreront dans le rang? Écoutez, je vous le déconseille. Enfin, je vous déconseille la paire de claques. Hein, c'est très très mal vu en ce moment. D'ailleurs, à juste titre, moi je suis pas du tout pour la violence physique. Je dis juste que c'est un raisonnement des esprits, cette wokisation des jeunes générations va nous emmener non pas dans le meilleur des mondes d'Huxley, mais dans le pire des mondes. Je vois les progrès avancés, je vois dans un domaine qui m'est particulièrement cher, celui de la culture, je vois non seulement la censure gagner, et ce n'est plus la censure verticale du pouvoir d'autrefois, c'est la censure horizontale, c'est-à-dire une censure qui est portée par des écrivains contre d'autres écrivains, contre des réalisateurs contre d'autres réalisateurs, et je vois monter quelque chose là aussi qui me surprend beaucoup, et qui, quand je dis qui me surprend, qui m'atterre, qui me navre, qui me chagrine, c'est la montée d'un art officiel. Vous avez vu qu'aux États-Unis, à Hollywood, maintenant, un film, pour prétendre aux Oscars, et même pour prétendre sortir tout court sur les écrans, doit satisfaire à des critères idéologiques de représentation des minorités. Ça encore, on pourrait en discuter, mais que les thèmes que développe ce film doivent être empruntés aux critères progressistes. On est en train d'avancer vers un art officiel. Quand tout le monde autour de vous aura été refaçonné par cette idéologie wokiste, il sera temps de vous réveiller, mon cher Bousquet. Alors, justement, en attendant que François Bousquet se réveille... Vous dormez, là, vous dormez. Je sais bien qu'il est tôt, mais enfin, tout de même. Il est très tard dans le siècle. Vous savez, il est minuit moins une. Même s'il est tôt ce lundi matin, il est minuit moins une dans le siècle. Alors, mais, poursuivons. Alors, je me permets, je voudrais pas vampiriser l'émission. Péché Corentin de parler. Il y a néanmoins aux États-Unis une réaction assez intéressante. Tout à fait. Évidemment à la fleurisme, mais il y a à peu près la moitié des États aux États-Unis. Non seulement ça vient d'en haut, qui se révoltent contre le phénomène wokiste, hein, mais également les associations de parents d'élèves. Hein. Il y a une bagarre très hollywoodienne, pour ainsi dire, en Californie, entre des parents arméniens et latinos contre une école qui voulait imposer des cérémonies LGBT. Donc aux États-Unis, il y a quand même en ce moment une résistance qui est en train de naître. Hein. Non, mais tout à fait. Et la résistance, d'ailleurs, se manifeste à d'autres niveaux, peut-être encore plus révélateurs. Par exemple, je vois le retour en grâce de Johnny Depp, par exemple. Oui. C'est-à-dire qu'on considère
quelqu'un qui a été jeté un peu au lion, plus précisément au Lyon, et qui, au terme du procès, est condamné moins sévèrement que sa femme, qu'on a un peu présentée dans les milieux féministes comme une héroïne, on se dit que il peut à nouveau servir d'icône publicitaire de la part de Dior et d'autres sociétés. Moi, je crois beaucoup, j'ai beaucoup confiance dans le capitalisme de ce point de vue-là. Follow the money. Le capitalisme suit l'argent et il voit bien qu'il y a un petit changement. Après, aux États-Unis, il faut bien dire que cet esprit de résistance prend parfois l'aspect d'un excès inverse, c'est-à-dire une réaction de droite, de moralisation, où ça va beaucoup trop loin parce qu'il ne s'agit pas seulement de lutter contre des excès, mais de proposer un modèle idéologique dans lequel je ne me reconnais pas du tout dans l'extrême droite américaine pour être plus précis. Mais je vois que ça s'organise autour notamment de la promotion des drag queens dans les maternelles, des choses comme ça. Enfin, la drag queen et le trans sont devenus les nouvelles icônes de la gauche. La drag queen et le trans ont remplacé le prolétaire. Or, écoutez, le trans est une figure imaginaire qui n'existe pas, et la drag queen, je pense que les intéressés seront d'accord avec moi, est une figure de carnaval. C'est pas le carnaval et l'inexistence qui peuvent remplacer le social. Donc, en effet, je note ces mouvements de résistance qui existent aussi en France. Je les trouve encore insuffisants, et je ne veux pas qu'ils dérapent dans une sorte de contre-révolution idéologique d'extrême droite. Ça n'intéresse pas non plus. Oui, parce que c'est pas ça le problème qui se pose en particulier pour vous, puisque vous restez, je crois, je vais pas parler à votre place, mais un homme de gauche. Parfaitement. C'est une querelle qui est propre à la gauche. En réalité, la gauche wokiste, indigéniste, identitariste, a vampirisé la gauche universaliste qui n'a plus d'espace politique. Le seul espace politique, c'est à droite, sinon même à la droite de la droite. Donc en réalité, peut-être que c'est cette gauche-là, républicaine, qui doit faire son deuil. Ah mais moi, je suis parfaitement d'accord avec votre analyse. Nous sommes en demi-finale. La gauche, comment l'appeler un peu très minoritaire que je représente, c'est quoi? C'est la gauche laïque, la gauche réfractaire de Michel Onfray. Oui, la gauche de Michel Onfray. Oui, c'est vrai que moi je trouve que c'est un excellent porte-parole de ce que je pense, de ce que je ressens. Donc on est en train de renaître un peu de nos cendres, de ressusciter. Ensuite, on verra comment ça se passe. Mais le premier combat, celui que je porte dans la faute à Rousseau et celui que je porte plus généralement, c'est contre en effet cette gauche islamo-gauchiste qui est représentée par la France insoumise et tous les bénis oui-oui de la NUPES. Donc là, vous avez parfaitement identifié le problème. C'est le combat prioritaire. Ces gens-là ne doivent pas gagner parce qu'ils ont tué la gauche et maintenant ils veulent tuer la France. Alors, il faut leur reconnaître une certaine ambition. Moi, j'ai la prétention de contrarier cette ambition. Et ben justement, on reviendra là-dessus sur cet islamo-gauchisme. Et puis, François Bousquet, vous disiez qu'il n'y avait pas de mort. On va parler notamment des gens dans le milieu littéraire, notamment qui sont morts socialement à cause du wokisme, mais aussi en politique. Alors, vous en avez parlé en introduction de Julien Bayou, notamment d'Europe Écologie Les Verts, qui, dans le cadre d'un divorce, est accusé de violence psychologique par une de ses anciennes compagnes. Donc il y a une cellule de crise au sein des Verts. Donc ça a été mis en pâture médiatiquement, notamment par Sandrine Rousseau, qui explique que les limites de la vie privée ne sont pas les mêmes en 2022 que 20 ans auparavant. Donc là, on sort du milieu littéraire culturel, on va y revenir, mais là, même dans le milieu politique, il y a un wokisme. On peut parler aussi d'Adrien Quatennens, c'est-à-dire qu'on se mêle de la vie privée des gens pour les détruire politiquement. Si vous voulez, quand Sandrine Rousseau arrive sur un plateau de télévision et dit Julien Bayou s'est rendu coupable d'actes très très graves. D'ailleurs, il y a une enquête en cours. Alors on lui demande, c'est une enquête policière. Elle dit non, c'est une enquête journalistique. Bon. Déjà, on est un peu surpris quand même du procédé, parce que s'il y a une enquête en cours, pourquoi en parler? Ensuite, elle fait état de choses très très graves dans des termes quand même assez vagues. Elle dit il y a une femme qui a témoigné, il y a d'autres témoignages que moi j'ai pas recueillis, mais ils existent. Alors déjà, on est dans le oui-dire. Bon, tout ça se présente très mal. Et puis apparaît la fameuse enquête, il n'y a rien. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans cette enquête? Il s'avère que M. Bayou est un queutard. Je regrette d'utiliser cette expression, voilà, un peu vulgaire, mais c'est comme ça, c'est un queutard. Vous pouvez porter un jugement moral sur le fait d'être un queutard, mais la dernière fois, enfin en tout cas quand je me suis levé ce matin, c'était pas encore dans le code pénal. Bon. Donc on lui reproche d'avoir fait des conquêtes dans son milieu d'ailleurs, chez des militantes qui étaient plus jeunes que lui. Alors, elles n'avaient pas 40 ans de moins. Donc là, on nous explique que c'est très très mal de séduire des femmes plus jeunes que soi. Bon, on nous explique dans le même temps que, comme Annie Ernaux écrit Le jeune homme, où elle explique qu'elle a séduit un homme, alors là, beaucoup plus jeune, encore beaucoup plus jeune qu'elle. Là, c'est formidable parce que c'est une forme de libération féminine. Enfin, tout ça est très confus. Mais si vous voulez, si on en est
à déballer la vie privée de quelqu'un pour le décrédibiliser, pour l'éliminer politiquement, sur la base de délits imaginaires, au point que la cellule de répression des violences sexuelles et sexistes d'Europe Écologie Les Verts ne s'est même pas réunie. Il n'y a pas eu de témoignage, à part cette femme qui a d'ailleurs l'air, d'ailleurs je compatis avec elle, d'une grande fragilité psychologique, celle dont la rupture avec Julien Bayou s'est très mal passée. Je trouve qu'on entre dans une forme de justice expéditive où les tribunaux sont remplacés par une émission de télévision et les réseaux sociaux. Monsieur Bayou s'est fait couper la tête. C'est pour ça que je compare Sandrine Rousseau au personnage de Didi dans Tintin et le Lotus Bleu, qui dit à tous ceux qui rencontrent, il est devenu fou, vous allez trouver la voie, mais il faut d'abord que je vous coupe la tête. Et c'est exactement le raisonnement de Sandrine Rousseau. Vous allez trouver la voie, mais je vais vous couper la tête. Enfin, quand elle dit couper la tête, elle pense peut-être à un autre organe, mais enfin, ça, j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec elle. Et justement, elle coupe la tête on peut dire aussi en tant que femme de gauche, héritière de la Révolution française. Mais on va peut-être. C'est le grand fantasme de la gauche. Hein. Voilà. Ça reste pas 1789, mais 1793 plutôt. 1793. On va y revenir. Mais je voulais vous parler du milieu littéraire, parce que vous nous avez dit, comme dans le roman 1984, donc le wokisme censure la littérature. Vous avez parlé donc des éditions qui donc éditent Roald Dahl, qui réécrivent Roald Dahl pour que ça soit plus en conformité. On peut parler aussi, donc là c'est plutôt dans le milieu anglo-saxon, donc l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, qui est accusé de transphobie. Il y a aussi donc James Bond. Il y a même donc dans le théâtre en France des réinterprétations de Don Juan. Et ça, pour vous, on touche à la littérature et c'est pas possible. Non, là, moi, le sacré pour moi tient beaucoup dans la littérature. Je suis plutôt quelqu'un dont le sacré prend des formes un peu laïques. Voilà, c'est peut-être à déplorer, mais c'est comme ça. Je trouve qu'il y a une forme de sacré dans la littérature et que vouloir le tuer sous des prétextes idéologiques fallacieux, je ne l'accepterai jamais. Surtout que je vous dis, c'est quand même une arrogance incroyable de dire que nous sommes supérieurs moralement à nos ancêtres et que nous allons donc leur expliquer à titre posthume qu'ils lisaient des textes qu'il ne fallait pas lire, qu'ils lisaient des mots qu'il ne fallait pas lire. Et j'observe qu'il y a d'ailleurs un mouvement de tenaille, c'est-à-dire que on simplifie le vocabulaire des classiques enfantins et on les réécrit en même temps. C'est-à-dire qu'on essaye de s'en prendre à la fois au vocabulaire en tant que tel en disant « Oh là là, c'est trop compliqué, surtout si le gamin va chercher dans un dictionnaire le sens d'un livre, alors là, c'est vraiment le monde s'arrête, au secours. » Et de l'autre côté, il faut vraiment que les gens pensent bien, donc lisent bien. Il y a une forme d'infantilisation par des commissaires politiques qui prétendent, je suis d'accord avec François Boucher, ils n'ont pas encore pris le pouvoir, enfin, ils prétendent le prendre et ils l'ont pris symboliquement. Le travail gramscien a été effectué. Beaucoup d'esprits sont maintenant sous emprise wokistes, pensent à travers le prisme du wokisme, et dans la culture, alors là c'est absolument effrayant. C'est-à-dire que maintenant, si vraiment vous voulez avoir un article dans certains organes de presse ou être reçu sur certaines chaînes de télévision ou de radio, il faut que votre livre, votre film, votre pièce de théâtre reflète les fantasmes progressistes du moment. Si au contraire vous n'êtes pas dans cette ligne, eh bien vous pouvez toujours rester chez vous en attendant que le téléphone sonne. Il ne sonnera pas. François Bousquet, là-dessus. Oui, c'est aussi la faute à Rousseau. C'est aussi un livre sur la littérature. Parce qu'on a évoqué Annie Ernaux, mais il y a également une autre figure, c'est celle que vous appelez la reine Angot, et on retrouve le ton de Jour Benolo, de vos livres sur Houellebecq. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, parce qu'il y a eu un match de boxe chez Ruquier, vous connaissez l'émission, On n'est pas couché, et vous n'avez jamais été couché, donc bravo. Il y a eu un match de boxe fabuleux entre Angot et Rousseau, et c'est Rousseau qui l'a gagné. Oui, tout à fait. Mais ça revient au début de notre entretien. Sandrine Rousseau est une créature façonnée par et pour les médias. Elle est entrée dans l'arène politique à la faveur du scandale qu'elle a levé. Elle a dit avec d'autres femmes être victime d'agressions sexuelles de la part d'un autre écologiste, Denis Baupin. D'ailleurs, il y a beaucoup de scandales quand même entre eux. C'est quand même bizarre. Il devrait se poser des questions tout de même. Il y a quand même beaucoup d'agressions sexuelles, ou supposées ou réelles dans ce milieu. Donc ça l'a lancé. Elle a voulu prendre le parti à la suite de ça. Et en effet, il y a eu un deuxième épisode tout à fait décisif que vous évoquez. Elle se retrouve à On n'est pas couché. Et tout d'un coup, elle revient sur l'affaire Baupin, et elle fait état des violences qu'elle a subies. Et là, Angot sort de ses gonds, parce que Angot suppose deux choses. D'abord, qu'elle a le monopole des violences sexuelles. Elle a été victime d'un inceste
elle a été victime de violences sexuelles et personne d'autre ne peut faire valoir la même chose. Et surtout qu'il y a une manière et une seule d'en parler. Donc la joute s'organise et Sandrine Rousseau, je ne sais pas quelle est la part de calcul ou la part d'émotion réelle, sort l'arme fatale, elle pleure. Alors là, c'est fini, le match est plié. Et Vous doutez de sa sincérité à ce moment-là? Il y a une petite part d'enquête, moi c'est un pamphlet que j'ai voulu écrire, mais il y a une petite part d'enquête et des gens qui ont assisté à l'enregistrement de l'émission m'ont fait part d'impressions très troublantes. Où en effet elle avait l'air émue, mais elle avait l'air de très très bien comprendre ce qui se passait et de vouloir pousser en dans ses retranchements, que ça tourne au clash, et elle voyait bien le profit médiatique et politique qui était au bout. Donc cet épisode l'a lancée, elle est devenue une victime au carré. Non seulement j'ai été victime de violence, mais oui, j'arrive sur un plateau de télévision et on me dit que non, et on me remet en cause, etc. Donc c'est quelqu'un qui joue très très bien à ça. Elle a essayé d'arracher le sceptre des mains de la reine Ango. Elle y est arrivée. On peut dire que elle a gagné. Il faut lui reconnaître une grande maîtrise dans la manipulation des médias. Et donc il y a Christine Angot évidemment et Annie Ernaux qui sont invités partout médiatiquement. Et puis il y a des auteurs qui sont mis au banc français, parce qu'on a parlé du wokisme plutôt anglo-saxon, mais quand même en France on a quand même une tradition, on va dire, de mettre au banc des certains auteurs français, Michel Houellebecq, Renaud Camus, et plus récemment Frédéric Beigbeder, qu'on pensait quand même intouchable dans le monde médiatique, et puis Sylvain Tesson. Finalement c'est très français en fait de dire il y a des auteurs qui ne sont pas compatibles avec la ligne médiatique du politiquement correct, donc on les met au banc. Mais avant le wokisme, je voulais dire. Oui, avant le wokisme a repris mais a perfectionné cette manière de qualifier de fasciste tous les gens qui sont pas d'accord avec vous. Maintenant, Beigbeder est fasciste, figurez-vous. Oui. Ça c'est assez étonnant. Ça va loin. Oui, ça va loin. Tesson est fasciste. Tout le monde est fasciste, quoi. Donc dès que c'est l'arme de disqualification massive. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, c'est un fasciste. Je pense que là, on était encore sur un mode artisanal d'exclusion. On va passer au mode industriel. Je pense qu'il va y avoir des charrettes, pour reprendre une expression tirée de cette pratique révolutionnaire qu'aime tant l'extrême gauche, d'ailleurs, et la gauche française, malheureusement. Et la disqualification, maintenant, deviendra un mode très, très quotidien. Il y aura des listes d'auteurs à fréquenter, d'auteurs infréquentables, et ce sera la mort sans phrase. Vous disparaîtrez de l'espace médiatique, vous deviendrez un écrivain marginal. Mais pourtant, ces auteurs marchent. Michel Houellebecq, Frédéric Beigbeder, Sylvain Tesson, ça cartonne. Christine Angot, Annie Ernaux, moins. C'est ça qui est... Bah oui, parce que les gens qui aiment la littérature aiment la liberté. Donc ils vont pas chercher les vrais amateurs de littérature, les vrais amoureux de littérature vont chercher autre chose dans un livre que des mots d'ordre, qu'un rappel à l'ordre idéologique. Mais le but, c'est quand même, à force de censure et d'autocensure, de changer la situation. De fait que maintenant, les gens refusent de lire des livres qu'on considérera comme douteux. C'est dommage parce que moi, vous savez, j'ai fait un pamphlet contre Houellebecq, donc je suis pas un admirateur de Houellebecq, puis c'était avant le naufrage actuel avec l'histoire de corne-cul, de porno, à l'insu de son plein gré, enfin tout ça est lamentable. Bon, mais simplement Tesson, c'est un des plus grands écrivains français actuels, point barre. Donc écoutez, ne lisez pas, ne prêtez pas attention à ce qui est dit sur lui. Lisez Sylvain Tesson, c'est un des 5 ou 10 auteurs contemporains français à lire de toute urgence si vous ne l'avez pas lu, à relire si vous l'avez lu, et attendez avec impatience son prochain livre. Moi, c'est un styliste, c'est un homme de liberté, c'est un homme du côté de la littérature. Donc les oukases de ce petit milieu, il ne faut pas en tenir compte, mais il faut lutter. Je pense que c'est ça le maître mot. Moi, j'ai fait un livre de lutte, un livre de combat. Et dans votre livre, Éric Nolot, La faute à Rousseau, vous luttez pour la littérature, et vous dites notamment que la littérature et le wokisme sont incompatibles. On va parler de ça juste après. Il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Emmanuel Noël. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous continuons notre vidéo avec Éric Nolot et François Bousquet, on rappelle rédacteur en chef de la revue Éléments. Avant de vous donner la parole, François, je voulais juste revenir avec Éric Nolot sur la littérature et le wokisme qui sont incompatibles, vous dites, parce qu'il y a une pureté du wokisme qui est incompatible avec la littérature. Imposer la pureté, c'est un projet qui est à la base de tous les totalitarismes. La pureté sociale, la pureté raciale. Pas besoin de développer les exemples, je pense que tout le monde les associera avec notre terrible XXe siècle. Or, la littérature, c'est tout l'inverse. C'est le lieu de l'impureté, c'est le lieu de l'indécision, de l'ambiguïté, de l'ambivalence. C'est pour ça que je prends des exemples classiques dans mon livre, notamment celui de La cousine bête de Balzac,
Balzac, un génie de la littérature. Pourquoi? Pour des tas de raisons. J'ai pas le temps de développer. On vous réinvitera voilà, sur pour Balzac, une émission sur Balzac. Et vous pouvez pas savoir à la fin du livre si la cousine Bette, envers ce jeune sculpteur polonais qu'elle prend sous sa protection, vous n'arrivez pas à faire la distinction, la part de l'attirance érotique ou de l'instinct maternel. Il y a une ambiguïté fondamentale qui n'est jamais levée évidemment par Balzac. Pourquoi? Parce que Balzac, comme les autres génies de la littérature, sont dans l'ambiguïté, dans l'incertain. Donc, quand on vous demande de choisir, bientôt on réécrira Balzac. D'abord on dira c'est trop compliqué, bon, faut couper les descriptions, voilà. Et puis surtout, la cousine Bette, faut qu'elle choisisse son camp. Hein. Ça peut pas être, oh là là, suivant les pages, on a l'impression qu'elle est amoureuse, de l'autre elle se prend pour sa mère, tout ça, ça va pas bien, c'est pas clair. Et puis en plus, il y a des très jeunes actrices qui sont les maîtresses de vieux hommes, elles ont l'air d'être sous emprise, il faut absolument, ça va pas. Arrêtons d'enseigner Balzac à l'école, c'est très mauvais pour la jeunesse, voilà. Donc, il y a une lutte à mort entre le wokisme et la littérature, mais l'un tuera l'autre, ce n'est pas possible autrement. Je crois que vous avez deviné quel est mon favori et qui je soutiens dans cette lutte à la vie et à la mort. C'est assez évident dans votre livre. François Bousquet. Oui, sur la cousine Bette, chef-d'œuvre avec le cousin Pons, c'est les cousins de province. Hein. Et c'est une Bette presque mieux que ça, c'est qu'au début, elle est antipathique, la cousine Bette. Hein. On a une vieille fille. Hein. Et Balzac lui donne de l'épaisseur au fil de ses pages. Hein. Oui, vous avez une fois raison. Quand vous dites, c'est la littérature. Hein. Moi, je verrais plus large, et même je serais plus ambitieux. En réalité, c'est la vie. Oui, absolument. La littérature, c'est la vie. C'est la vie qui repose sur le principe d'incertitude. Hein. Tout à fait. Non, mais de toute façon, c'est un projet anti-vital, hein, puisque en réalité, ce qui est troublant, quand Madame Sandrine Rousseau et ses amis s'attaquent aux violences commises contre les femmes, là, tout le monde va être d'accord, et puis ça dérape rapidement dans une mise en cause du désir masculin en tant que tel, de la sexualité masculine en tant que telle, pas de ses excès, pas de ses violences que tout le monde condamne à part 0,01% de psychopathes. On s'attaque au désir masculin en tant que tel. Et on s'attaque à la vie parce que Madame Rousseau veut que la vie soit une expérience de laboratoire. La vie n'est pas une expérience de laboratoire idéologique. La vie, ce n'est pas Madame Rousseau. La vie, c'est Balzac. C'est nous tous qui sommes des êtres complexes, contradictoires. Nous faisons tantôt preuve de noblesse, tantôt preuve de mesquinerie, et au fond, eh bien, nous allons passer toute notre vie comme ça, et nous n'avons pas besoin de redresseuses de tort qui sans cesse nous tapent sur notre épaule en disant « tu te comportes mal, tu penses mal, tu lis mal, tu écris mal, etc. etc. » Et donc justement, on va sortir de la littérature, mais pour parler du wokisme et plus généralement des éco-terroristes. On apprend que vous avez donc dîné avec Sandrine Rousseau. Absolument. D'ailleurs, c'est assez drôle comment elle se décrit, notamment. On laisse évidemment nos auditeurs lire le livre pour découvrir comment elle se décrit, mais notamment on apprend que par exemple, donc ces éco-terroristes qui ont mis de la soupe sur les tableaux de Van Gogh, elle trouve ça à Londres, elle trouve ça assez admirable. On parlait notamment de Monsieur Becbédé qui a été donc molesté lors de dédicaces, et ça c'est la continuité du wokisme, c'est-à-dire que c'est la forme violence du wokisme, c'est-à-dire que ça peut être violent dans les médias, mais ça peut prendre une forme violente de détruire le beau et puis détruire tous les opposants. Bon, d'abord le génie, la grandeur a toujours offensé les minables et les médiocres. Donc il faut s'en prendre au génie, faute de pouvoir l'égaler ou de l'admirer. Moi je peindrai jamais comme Van Gogh, je me contente de l'admirer. Vous voyez, je trouve ça admirable. Un des plus grands peintres de tous les temps, balancer du liquide sur des tableaux de Van Gogh, ça me semble relever d'une forme de sacrilège, ou en tout cas de bêtise épaisse. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils les détruisent pas, il faut quand même le rappeler. Enfin, ça c'est la prochaine étape. Voilà, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire qu'elle vous dira, le même raisonnement s'appliquera. Il dira, vous voyez, on a balancé des liquides, ça n'a rien fait bouger. Donc il faut augmenter la dose. Ensuite, il y a certaines circonstances, alors pas dans le cas des tableaux de Van Gogh, mais ils détruisent quand même. À Sainte-Soline, il y a eu des destructions, des sabotages, ils ont ruiné le bien d'autrui. Donc on est déjà passé dans l'illégalité totale. Et au fond, c'est basé sur quoi? Le fait de je possède la vérité, et au nom de cette vérité, comme Didi dans Tintin, je vais vous couper la tête, ou en tout cas, je vais commettre un acte illégal, parce que cet acte est peut-être illégal, mais au regard de mes convictions écoféministes, il est légitime. Donc la légitimité, d'ailleurs c'est un raisonnement qu'on voit partout dans l'extrême gauche, la légitimité contre la légalité, la violence qui devient légale, parce qu'il faut imposer nos idées, rien d'autre ne compte, certainement pas la peinture de Van Gogh, ou le bien d'autrui à Sainte-Soline, ou le respect,
Ce qui est un peu paradoxal dans le cas de Madame Rousseau, parce qu'elle est députée, c'est-à-dire qu'elle vote les lois la semaine, puis le week-end, elle s'assoit dessus en commettant des actes illégaux. Mais tout ça va bien. Si c'était des gens d'extrême droite qui raisonnaient comme ça, oui, c'est ça. Puis, ce serait complètement analysé de manière différente. Hein. Ce qu'on apprend, c'est que dans le privé, elle est entre guillemets encore pire que dans le public. François Bousquet. Deux questions sur la violence. La première, c'est que c'est celui qui dit qui est. Enfin, on est dominé par le règne de l'antiphrase. Hein. Aujourd'hui, tout est discours de haine. Alors, le discours de haine, vous écoutez, enfin, écoutez Sandrine Rousseau et les féministes, hein, est porté précisément par ces gens-là. Ils nous interdisent la violence. Ils voient chez l'homme des micro-agressions ou des agressions partout. Or, ils passent leur temps à agresser. Première question, paradoxe. Hein. Et la deuxième, je reviens à ce que vous disiez. Vous avez écrit un pamphlet. Un pamphlet, c'est quelque chose de violent. Et moi, je trouve de positivement violent, constructrice et fécond. Louis Andodé disait que c'était l'alcool de la prose, le pamphlet. Et ça fait de vous un lanceur d'alerte. Hein. Donc moi, je me réjouis que vous ayez écrit un pamphlet, parce que c'est une forme qui est condamnée aujourd'hui, précisément parce qu'elle est violente. Hein. Bah, c'est pas le premier. Hein. J'ai écrit un pamphlet contre Houellebecq, j'ai écrit un pamphlet contre le Monde des livres de l'époque, qui était dirigé par Josiane Savigno et Philippe Solers. Donc moi, c'est une forme que je pratique, qui me correspond bien à ma tournure d'esprit, et puis qui me paraît convenir à l'urgence de la situation. Je pense que il faut cesser de tremper sa plume dans l'encre tiède. Il faut la tremper dans l'encre brûlante, et le pamphlet est un livre écrit d'une encre brûlante. Il y a eu des grands prédécesseurs auxquels je ne songerai pas à me comparer. Mais de toute façon, la violence révolutionnaire n'est jamais conçue comme telle. Elle est conçue, je reprends votre expression, par antiphrase. 1793, c'était pas de la violence pour les révolutionnaires, c'était simplement l'élimination. Il faut en passer par là, quoi. D'ailleurs, je pense qu'il le faisait sans haine. Hein. Il disait, bon, cher ami, c'est le sens de l'histoire, il faut vous couper la tête. Quand vous parliez avec des bourreaux staliniens, ils n'avaient pas l'impression de commettre des violences. Ils disaient, écoutez, il y a un nouvel ordre à imposer, ça passe par des choses un peu pénibles, mais c'est comme ça passe par le goulag, la peine de mort, la torture. Les nazis n'avaient pas beaucoup d'état d'âme non plus. Donc la violence révolutionnaire n'est pas conçue comme telle, parce qu'elle est placée au service d'une cause qu'on juge supérieure à tout, à la démocratie, à l'échange d'idées, au débat. Nous possédons la vérité, vous êtes dans l'erreur, nous allons vous réformer, nous allons vous redresser, nous allons vous réinitialiser, puisque dans le projet totalitaire, il y a toujours la volonté de créer un homme nouveau, de faire sortir un homme nouveau d'une période de révolution. Nous en sommes là, c'est que le début, et il faut s'y opposer avant qu'il ne soit trop tard. Et justement, vous parlez de cet homme nouveau, puis personne ne fait le mal pour faire le mal, donc Sandrine Rousseau est persuadée de faire le bien, et puis en plus, si ça lui permet d'avoir une bonne place à Europe Écologie Les Verts. Elle ne s'oublie jamais oui. dans le tableau. Vous savez, quand elle a accusé Éric Piolle, son rival écolo, de l'avoir bousculé, et que les images montrent qu'il passe à 5 mètres d'elle et la salue avec un grand sourire très, très courtoisement, vous voyez bien que la violence est quelque chose d'instrumentalisé, à la fois quand elle l'exerce et quand elle prétend en être victime. Je ne parle pas de l'affaire Beaupin, parce que là, je pense que Beaupin, je sais pas, il était bon. Plusieurs femmes se plaignaient, mais je parle de cette manière de prendre la violence dans un sens ou dans l'autre comme une arme politique, au fond sans état d'âme, sans conscience et avec un rapport à la vérité qui est quand même très très distendu. Et justement, donc Sandrine Rousseau se dit de gauche, comme vous, Éric Nolot, et forcément on se demande quand est-ce que vous vous êtes quitté, parce que donc forcément vous êtes de gauche, et on a l'impression que la gauche est intrinsèque, enfin le progrès est intrinsèque à la gauche, et que forcément Sandrine Rousseau suit cette ligne de la gauche wokisme, mais vous êtes resté dans cette gauche des années 70-80, comme s'il y avait une mise à jour de gauche qui n'a pas été faite. Alors, est-ce que c'est vous qui ne poursuivez pas ce chemin du progrès de la gauche, ou alors est-ce que c'est la gauche qui part dans un sens qui n'est pas le vôtre? Quand le progrès devient le progressisme, c'est pas la même chose. Les mots ont changé, la gauche a changé. La gauche est maintenant prisonnière d'un mouvement perpétuel où il faut avancer pour avancer. Quel est le progrès dans cette fixation autour de la figure du transsexuel? Quel est le progrès? De jeter les gens dans des très jeunes gens qui sont à la période de l'adolescence, où déjà c'est une période d'incertitude, de troubles, d'accentuer encore ce malaise. Où est le progrès? Où est le progrès d'abandonner le social, de tourner le dos au social pour être dans le sociétal? Moi, je suis maintenant défini comme un réac de gauche. Le réac de gauche, ma propre définition, je reprendrai pas réac de gauche pour moi, mais simplement, il y a à gauche des gens, dont je suis, qui ne pensent pas qu'être de gauche, c'est adhérer à tous les délires de la gauche. Voilà. Or, c'est ça. C'est une sorte de tout ou rien.
puisque c'est nouveau, c'est bien. Ben non, il y a des choses nouvelles qui ne sont pas bien. Ce délire sociétal n'est pas bien. Cet arraisonnement de la gauche par l'islamo-gauchisme, je regrette, c'est contraire aux valeurs fondamentales de la gauche qui sont la République et la laïcité. Comment ces gens qui se réclament de la gauche peuvent-ils lutter à longueur de journée contre les valeurs fondamentales de la gauche? Comment peuvent-ils se prétendre les héritiers de gens qui disaient on est là pour apprendre à tous les petits Français les savoirs fondamentaux. Quand ils vont sortir de l'école, ils sauront lire, écrire, compter. Ce seront des citoyens maîtres de leur langue. Et quand on est maître de sa langue, ou plutôt quand on n'est pas maître de sa langue, on n'est pas maître de soi-même et de son destin, à maintenant la défense de l'abaya. Comment ces gens-là se sont égarés à ce point-là? Quel est ce délire progressif? Je ne peux pas m'y reconnaître. C'est eux qui sont partis de la gauche. C'est eux qui ont quitté la gauche. D'ailleurs, c'est pas la gauche. Moi, je les appelle la gauche, avec un haut accent circonflexe par rapport à la gauche laïque, antitotalitaire, sociale, républicaine. C'est eux qui ont quitté la gauche. Ce sont des gens qui sont dans un délire. François Bousquet. Vous avez mille fois raison, mais alors comment vous expliquez? Alors, vous évoquiez Michel Onfray, on pourrait rajouter Régis Debray, Michéa. Il y a quantité de gens qu'on pourrait classer sous cette étiquette-là, même s'ils se reconnaissent pas forcément par commodité, sous l'étiquette réac de gauche, qui font des grands succès en librairie, qui ont un espace médiatique, qui ont des lecteurs, mais il n'a pas de traduction politique. Il n'y a plus d'espace politique pour cette gauche. C'est-à-dire qu'entre vous vous rappelez le mot de Malraux, entre les communistes et nous, il y a personne. Entre la NUPES et le RN, ou disons en tout cas Renaissance, il y a personne. En ce moment, il y a une petite réorganisation politique. Alors c'est timide, c'est autour de Bernard Cazeneuve essentiellement, c'est-à-dire c'est le courant social-démocrate. Ça suffira pas. Ça suffira pas parce que combien de divisions c'est plutôt les divisions à entendre au sens des ambitions concurrentes plutôt que du moral et du nombre des troupes. Après, je crois d'abord à un réarmement moral et intellectuel. Il faut se réarmer contre ces gens. Il faut se battre pied à pied contre eux. Faisons d'abord ce travail au niveau des idées. Ils l'ont très bien fait, parce que une des raisons de ce succès de cette gauche dévoyée, c'est qu'ils ont fait un travail de sape au niveau des médias, du milieu intellectuel, qui est assez remarquable. Il faut faire ce chemin maintenant à rebours. Soyons fermes, chacun dans son... Voilà, unissons nos forces, mais chacun dans son coin, faisons nos pamphlets, opposons-nous au délire sur une base quotidienne. Bref, il faut réarmer la société française intellectuellement et moralement. Là, c'est la dégringolade totale. Les pires conneries ont pignon sur rue. J'ose espérer qu'on a atteint le pic et que la contre-attaque, moi je suis un grand amateur de foot, il faut cesser de subir les attaques et il faut contre-attaquer maintenant. Et j'étais avant-centre en plus, donc j'espère marquer le but à la fin. Justement, Eric, alors François Bousquet, c'est bientôt la fin de cette interview. Je voulais juste conclure avec vous, Éric Nolot, sur comment traiter finalement donc Sandrine Rousseau, parce que vous dites qu'il faut contre-attaquer, pardon. Vous dites qu'il faut appuyer le trait avec l'humour, notamment on en a parlé, François en a parlé donc de ce conte parodique Sardine Rousseau, et en même temps vous dites dans votre livre, nous sommes collectivement responsables d'avoir porté cette vacuité au pinacle, tout particulièrement les médias. Alors il faut en parler ou il faut pas en parler? Il faut en parler seulement pour se moquer, ou alors qu'est-ce qu'on fait avec Sandrine Rousseau? Non, il faut en parler comme je l'ai fait au tout début de cet entretien, où vous prenez une phrase et vous l'analysez. Je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR. Mais écoutez, c'est la négation du féminisme. Comment une des figures du proue du féminisme peut tenir un discours aussi rétrograde, aussi sexiste? Comment personne ne met Madame Rousseau en face de ces contradictions, où le voile c'est très bien en France, mais en Iran elles ont quand même, enfin c'est dit du bout des lèvres quand même. En Iran elles ont raison de vouloir l'enlever. Ce double jeu permanent, cette manière de soutenir sans soutenir tout en soutenant les femmes iraniennes qui sont dans le plus grand combat féministe du moment. Voilà, il faut les mettre en face de leurs contradictions. Mais elle arrive en face de journalistes, Madame Rousseau, qui ne la pousse jamais dans ses retranchements, qui préfère recueillir une punchline ou une bourde pour en faire le miel des réseaux sociaux ou d'autres médias qui vont reprendre. Ah, Madame Rousseau, qu'est-ce qu'elle a sorti encore? Ben voilà. Donc, refaisons ce travail intellectuel. Mais la complicité et la complaisance des médias avec Madame Rousseau, le rousseauisme, le wokisme et l'islamo-gauchisme est tout à fait atterrant. Donc, je vous parle de contre-attaque et je vous parle de réarmons-nous médiatiquement, intellectuellement, moralement.
Merci Éric Nolot. On Merci à rappelle le titre de votre livre, La faute à Rousseau aux éditions Léon Cher. Merci à vous François Bousquet. On rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Et la dernière une d'Éléments sur le phénomène trans est disponible dans toutes les librairies. Merci à vous.